On a eu le conflit israélo-palestinien. Certes, il y a eu une radicalisation dans les médias. On a pu voir les actes d'Israël sur la bande de Gaza et les pays aux alentours. Il faut évidemment rappeler, on a des événements en Syrie, on a eu le Liban et on a eu aussi, surtout, l'Iran. Ah bah oui. Donc, ces zones-là qui ont été affectées par eh bien la logique d'Israël, et on a eu donc cette construction progressive qui maintenant a vraiment été intégrée par une part de plus en plus importante de médias, y compris dits de médias alternatifs, y compris donc on va dire de la population. C'est donc Israël est le phare de l'Occident, il faut quand même ne pas l'oublier. Donc on a une campagne de judéo-christianisme qui est apparue. On a Éric Zemmour qui a d'ailleurs sorti son ouvrage, La messe n'est pas encore dite, et il fait les tournées de plateau. Il a même fait un débat récemment, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, avec l'abbé Mathieu Raffray. Donc on voit maintenant cette alliance. Il y a eu la citation pour Frontières de Tegner, etc., parce qu'on est en période d'Hanouka, et on voit que l'ennemi principal restera l'islamisme, donc cela permet de montrer tous les signes de soutien avec les autres communautés. Donc, que penser, peut-être à faire un rappel, Alain, étant donné que là, ça semble être pour beaucoup un phénomène de plus en plus naturel de penser judéo-chrétien. Qu'est-ce que le judéo-christianisme? Et est-ce qu'il y a des contradictions dans le judéo-christianisme, Alain? Vaste sujet. Bah déjà, le judéo-christianisme, ça existe, ça s'appelle le protestantisme, hein, si on veut aller au simple. Et c'est quelque chose qui n'a jamais réussi à s'implanter en France. Et d'ailleurs, c'est parce que la France éternelle s'est opposée à la protestantisation de la France que la monarchie française est tombée et que la France a été déclassée quelque part dans la compétition moderne, tu vois, et que le leader est devenu l'Angleterre. Ça, c'est une réponse que je peux faire à Pierre Hilard. La communauté des communautés que Pierre Hilard a bien identifiée a choisi la couronne d'Angleterre et la famille royale d'Angleterre. Elle n'a pas choisi la France. Nous, on a eu la décapitation de Louis XVI et eux, ils ont eu la City, la reine Victoria et le premier ministre d'Israël. Tu vois, c'est voilà. Il faut comprendre que rêver à un moment donné que Dieu rechoisisse, tu sais, la monarchie française catholique au nom de l'ascendance davidique des rois de France. Hein, je rappelle, c'est le marquis de la Franquerie qui est la vision de Pierre Hilard. Je n'y crois pas. Moi, le problème, c'est qu'en plus, je ne crois pas. Je ne crois à rien. Je travaille, je cherche. La notion de croyance ne m'intéresse pas en politique. Tu vois, je n'ai pas la foi de ce point de vue-là. Je pense que c'est très dangereux de compter sur la foi. Il faut essayer de comprendre. C'est autre chose. Alain, je Analyser, me permets une question rapport de rapide. force. Parce que évidemment, je la vois immédiatement dans le chat. On a parlé des persécutions judiciaires. Pierre Hilard se retrouve attaqué aussi Oui, maintenant bah, sur c'est le. la première fois. C'est la première fois et moi j'en suis à 24 condamnations définitives depuis 20 ans. Donc je suis effectivement, bah, ça finit par arriver. Voilà, à force de parler des Lubavitch, parce que je rappelle que tu dises Lubavitch, juif, sioniste, etc., on parle des mêmes. Hein. Après, bon, c'est une question tu sais, de tenue vestimentaire. Est-ce qu'il y a la papillote? Est-ce qu'il y a papillote? Est-ce que c'est l'uniforme de Tsahal? Est-ce que c'est le caftan noir? Tu vois, mais on parle quand même des mêmes. Donc moi, je pense que de toute façon, à un moment donné, peut-être quand tu dis Lubavitch, tu sais, au niveau des algorithmes, il n'y a pas juif, donc ça met plus de temps à se déclencher. Mais je pense qu'à à un moment donné, que Pierre Hilard se retrouve à la 17e, c'est quand même la moindre des choses. J'ai un peu envie de dire que ça fait 20 ans que j'y vais à sa place. Tu vois, d'une certaine manière. Puisque je suis, moi, considéré comme un pro-Lubavitch russe, je rappelle. D'ailleurs, j'attends toujours que les Lubavitch russes volent à mon secours, parce que pour l'instant, ils ont pas entendu Pierre Hilard. Ils ont pas entendu. Il faut que, voilà, si vous pouvez m'aider. Enfin, voilà. Et donc, pour revenir à mon sujet, l'idée de la réalité judéo-chrétienne, d'un point de vue théologique, n'existe pas. Ça, c'est clair. Hein, ça n'existe pas, le judéo-christianisme. Euh, ou alors, si ça existe, ça veut dire qu'il y a une filiation du judaïsme au christianisme, c'est-à-dire qui s'appelle le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, le passage du peuple élu à l'élection généralisée. Donc, tu vois, ça existe si on fait un peu de philosophie théologique, mais d'un point de vue strictement théologique, il y a, tous les rabbins le disent, une rupture radicale entre le judaïsme et le christianisme. Pourquoi? Parce que ce saut qualitatif qu'a proposé le Christ et les évangiles avec lui, en disant aujourd'hui, il n'y a plus de peuple élu, nous sommes tous le peuple élu, et notre royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire que ça cesse d'être une religion raciale et politique. Je rappelle que le judaïsme est une religion raciale et politique. Hein, le judaïsme d'aujourd'hui aussi, ce qui explique totalement la politique d'Israël. Mais alors, à un moment donné, Jésus dit maintenant, ça va devenir une religion universelle et strictement spirituelle. Hein. Mon royaume n'est pas de ce monde et nous sommes tous les enfants du Seigneur. Eh ben, pourquoi il n'y a pas de judéo-christianisme? Parce que les Juifs ont refusé. Ils ont dit, ils ont fait mettre Jésus à mort. Le Sanhédrin a fait mettre Jésus à mort par les Romains.
qui s'en sont lavés les mains, et ils ont répondu à cette proposition de lecture chrétienne de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les prophètes, c'est-à-dire une lecture universaliste et spiritualiste de l'Ancien Testament, ce qu'on peut peut-être dans cette amphigorie trouver, c'est-à-dire on peut trouver des choses très anti-chrétiennes et des choses très pré-chrétiennes dans le Pentateuque, hein, dans la Torah. On peut, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les chrétiens ont dit voilà comment il faut lire l'Ancien Testament, et les Juifs leur ont répondu niet, et ce niet est une radicalisation qui s'appelle le Talmud, tu vois. Le Talmud est l'expression du refus radical de la lecture chrétienne de l'Ancien Testament par les Juifs. C'est clair ou pas pour vous? Ça s'appelle faire de la théologie politique, tu vois. C'est pour ça que le débat avec Zemmour n'avait aucun intérêt pour moi. Tout le débat s'est passé à côté du réel, tu vois. Donc le judéo-christianisme n'existe pas parce que les Juifs n'en veulent pas. À la limite, les chrétiens en veulent bien. Ils disent vous êtes nos aînés en religion, comme il a été rappelé d'ailleurs à Vatican II, mais il faut que vous acceptiez maintenant d'aller avec nous vers l'universel et le spirituel pur, tu sais. Et donc, vous devez considérer que Jésus est le Messie. Or, je rappelle que tout ce qui se passe en ce moment dans la purification ethnique radicale de Gaza, c'est que dans la nouvelle orthodoxie juive qu'on appelle le judaïsme talmudo-sioniste, qui est en évolution, comme toutes les religions sont en évolution, comme nous, quand on est passé, tu sais, comment ça s'appelle, tu sais, de concile à concile, les choses changent. Bon, elles sont inspirées par l'Esprit Saint, tu sais, donc c'est pour ça que c'est validé, parce que c'est inspiré par l'Esprit Saint. Voilà. Bon, mais aujourd'hui, la réalité on va dire des dominants politico-religieux israéliens, c'est qu'ils te disent que pour que le Messie revienne, donc le Messie n'est jamais venu pour eux, donc ce n'est pas Jésus. Je rappelle que Jésus est un rabbi apostat, fille d'une putain et d'un soldat romain. Je rappelle que c'est ça la vision du Christ chez nos amis judéo-chrétien. Enfin, Zemmour, il a du mal à s'en souvenir de ça, mais c'est strict. Et il est pratiquant en plus, n'oublions pas. Hein. Donc pour pas perdre le fil, aujourd'hui, si les juifs sionistes religieux purifient comme ils le purifient la langue de Gaza, c'est qu'ils estiment que le Messie ne daignera venir que quand Israël sera purifié de tous ses impurs, c'est-à-dire de tous ses sous-hommes, de tous les goyim. Alors qu'avant, dans l'orthodoxie, c'était pour que vous ayez le droit de retourner en terre promise, il faudra que le Messie soit déjà revenu. Aujourd'hui, avec beaucoup de corruption, puisqu'en fait, ce qui est génial dans la religion juive, c'est qu'ils corrompent Dieu lui-même, tu sais. Bah oui, ça s'appelle les Rothschild. Et ben, c'est que maintenant, le Mashiach ne daignera venir que quand vous aurez fini de purifier ethniquement, comment dirais-je, la Palestine, la Palestine sacrée, tu vois, voilà, la On terre rappellera promise. quand même, peut-être Alain, parce qu'on est plus de 12 000 en direct en comptant tous les réseaux, que là, il suffit tout simplement de revenir à la période de la guerre de Gaza, comme on l'appelle malheureusement aujourd'hui, et même le conflit avec l'Iran, et les propos de Benjamin Netanyahou directement. Oui, on n'a pas. Moi, à une époque, je m'engueulais avec Michel Collomb, qui lui était sur une vision strictement matérialiste, tu sais, de la réalité israélienne. L'avant-garde, un porte-avions américain, tu sais, pour maintenir la présence américaine au Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'est Netanyahou qui dit oui, nous faisons ce que nous faisons par obéissance à la Bible. La Bible est la Torah, parce qu'en plus la Bible chez nous c'est et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu vois, eux ils ne prennent pas le Nouveau Testament, ils en veulent pas, je te garantis. C'est théologiquement indiscutable. Et en fait, aujourd'hui ils font tout ce qu'ils font au nom je dirais, de la Torah, qui est à la fois leur cadastre et leur constitution par défaut. Hein, c'est-à-dire leur marche à suivre. Il suffit de lire l'Ancien Testament et tu comprends leur vision du monde, leur projet. Et ce que ça implique pour le reste de l'humanité. C'est un projet, je le dis, de suprémacisme racial expansionniste. Suprémacisme racial expansionniste. Et ces gens-là demandent la protection des valeurs de Nuremberg. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on arrive à quelque chose qui est une contradiction maximale. Tout ça, c'est dans mon prochain livre, hein, si on me laisse l'écrire. C'est qu'en fait, ces gens-là interprétaient Nuremberg comme la disqualification de la race des seigneurs nazis pour laisser tout le champ libre au suprémacisme du peuple élu, tu sais, du peuple élu. Alors qu'en fait, normalement, en bonne logique, on va dire universaliste, Nuremberg est une sanction des nazis, mais qui annonce qu'on ne laissera aucun nazisme refaire la même chose d'où qu'il vienne, tu vois. Et aujourd'hui, il y a donc une double interprétation de Nuremberg. C'est personne n'a le droit de se comporter aujourd'hui comme des nazis, ça c'est l'acception universelle et universaliste. Et puis la compréhension juive, c'est Nuremberg a dégagé la concurrence, tu vois. Tu vois. Et à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a des
il y a des frictions entre la conception de la loi, on va dire universelle, donc partagée par toutes les nations du monde, qui finit au tribunal, je sais pas comment ça s'appelle, enfin les instances mondiales de la justice qui disent bien que Israël est un État génocidaire. Je sais pas comment on appelle ça, le tribunal pénal international, Oui, TPI, c'est c'est ça, ouais. ça? Ouais, moi je me fous un Oui, peu tout à des fait. appellations. Et puis de l'autre côté, on a donc les Israéliens supportés par les sionistes mondiaux, parce qu'il y a les Israéliens et les sionistes qui disent non, non, la loi c'est la nôtre, et on va vous imposer notre loi parce que c'est la loi qui vient directement de Dieu, enfin de notre Dieu. Tu vois, il y a cette espèce d'idée qu'en fait vous n'avez pas compris que le monde dans lequel vous prétendez exercer votre quant à soi, ce monde est le nôtre, c'est le monde du monothéisme abrahamique et que Dieu nous a choisi. Hmm. Voilà, et on est dans une espèce de passage en force théologico-racial, suprémaciste, hyper violent. Et au moment où se produit ça, on a, ce qui est très étonnant, le ralliement à cette vision de tas de gens qui se prétendent patriotes de leur propre nation dans une tradition chrétienne, voire catholique. Je ne sais pas si tu vois. On Ou est dans une période de... je voudrais me permettre pour opposer, voilà, parce que on a fait ce rappel qui est quand même important, et d'ailleurs, avec l'introduction où on parlait des répressions de plus en plus importantes des censures, n'ayons pas peur de dire ce que l'on pense sur ce sujet-là, bon, parce que le jeu d'équilibrisme ne marchera pas, soit on ne parle pas Oui, du de tout. toute façon, le moment, on va... Enfin, Mais moi, par c'est bon, contre, j'ai brûlé tous mes vaisseaux. Mais ce que j'ai pas fini, c'est que mais qu'est-ce qui Alain, maintient... si, j'ai une question. C'est que je veux justement, en tout cas, faire un petit rappel et après je te laisse évidemment continuer. C'est ton émission pour ce soir. Mais donc là, on a parlé finalement de deux visions théologiques. On a parlé des catégories. Oui, mais laisse-moi poursuivre mon raisonnement. Qu'est-ce qui fait que le judéo-christianisme fonctionne un peu quand même? Il Hmm. fonctionne négativement. C'est l'alliance de deux types de personnes qui ont peur de quoi? De l'islam. C'est-à-dire que ce qui fait marcher ensemble quelque chose qui n'existe pas théologiquement et qui est même relativement une aberration, je dirais, géopolitique, politique, etc., c'est la peur du musulman. Hmm. Zemmour, son combat politique, c'est dire moi je me bats à mort contre l'islamisation de la France. C'est-à-dire que si on ne se met pas en travers et qu'on ne s'unit pas, nous les judéos et nous les chrétiens, donc ce judéo-christianisme est une proposition d'alliance défensive contre un envahisseur commun qui s'appelle l'islamiste. Voilà. Et alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce constat est réel? Est-ce qu'il est bien montré dans ses proportions ou est-ce que c'est une fois de plus une arnaque ou une demi-arnaque ou une surinterprétation pour obliger les chrétiens à marcher derrière les juifs? Parce que voilà, c'est Excellent. ça la question. Et donc Alain, quelle est la réponse? Eh ben, la réponse, c'est qu'il y a effectivement un problème d'islam en France, puisque il n'y a jamais autant de musulmans sur le territoire français, qui est un territoire chrétien, et dont les vagues d'immigration précédentes étaient italiennes, espagnoles, portugaises, polonaises, et donc des Européens, pour reprendre le terme de Rochdy, des blancs et des blancs chrétiens. On va en Donc parler après. c'est sans précédent cette forme d'invasion musulmane de la France. Mais je rappellerai que ces gens ne sont pas arrivés, tu sais, comme ceux qui ont pris Constantinople, tu sais, comme les Turcs prenant Constantinople. Notre patronat, notre direction politique et nos loges maçonniques, alliées, les ont fait venir à partir des années 60 pour, soi-disant, travailler moins cher dans l'automobile et le bâtiment. C'est ça. Donc, on n'est pas sur une invasion militaire. On est sur comment dirais-je, une volonté de nos élites de remplir le prolétariat de travailleurs migrants qui effectivement permettaient un dumping social, une moindre conscience syndicale, etc. Donc déjà, c'est la première étape. Ces gens-là ne sont pas venus avec comment dirais-je, des sabres, puisque l'arme du sarrasin, c'est le sabre qui était plus efficace que l'épée du croisé, tu sais. Ils sont venus avec des balais et des clés à molette, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est dégueulasse déjà dans un premier temps, parce que moi j'ai une vraie sensibilité sociale. Dès lors que tu as une sensibilité sociale, tu es obligé d'articuler le racial et le social. Et toute la douille en ce moment de Zemmour, c'est d'occulter le social par le racial. Parce qu'effectivement, pendant très longtemps, on n'a pas eu le droit de parler de racial. Donc aujourd'hui, le racial revient, tu sais, comme le nom dit, ce qu'on appelle le retour du refoulé. Mais le truc, c'est de ne pas remplacer le social par le racial sous prétexte qu'on n'avait pas le droit de parler de race jusqu'à hier. Et je rappelle que ceux qui nous interdisaient d'en parler, c'était Julien Drey, qui nous dit aujourd'hui qu'il n'y a plus que ça qui compte.
Et il faut voir que ces gens-là font partie de la même communauté que Monsieur Zemmour. Je rappelle quand même qu'il y a un tropisme là, tu vois. On Donc rappellera même, aujourd'hui, Alain, que Julien Drey s'est souvenu de sa judéité, c'est-à-dire qu'il avait oui, oublié oui, mais pendant toutes je ces vais même années. pas, je vais rester un peu, tu sais, dans le non-dit. Il faut qu'il y ait du sous-texte, tu vois. Il n'y a pas besoin de tout dire. Et alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le judéo-christianisme existe comme proposition de nos élites juives qui s'appellent le CRIF, de marcher derrière eux en tant que peuple français de souche qu'on appellerait les chrétiens, même si d'ailleurs il y a très longtemps qu'ils ne le sont plus, etc. Parce que face à l'envahissement du Sarrasin, voilà, je dis que cette vision est une escroquerie à des tas de niveaux, parce que ceux qui se plaignent de cette invasion sont ceux qui l'ont organisée. Je rappelle qu'ils ont persécuté Jean-Marie Le Pen, qui prévenait du danger de cette immigration incontrôlée du Sud, et qu'ils l'ont persécuté jusqu'à sa mort, et que jamais ils ne lui rendent hommage. Donc pourquoi, si vous voulez aujourd'hui qu'on lutte contre le Sarrasin, avez-vous persécuté pendant 40 ans Jean-Marie Le Pen, qui lui avait une politique préventive? Il disait attention, il faut freiner. Les mêmes aujourd'hui qui nous disent qu'il faut aller nous battre contre les Sarrasins, ce qui veut dire en fait aller se battre avec des types en banlieue ou commettre des exactions à la sortie des usines. Enfin, je sais même pas ce que ça pourrait donner en réalité. Même sans parler des usines, soyons honnêtes, Alain, c'est qu'il y a aussi une invasion, donc là, d'une civilisation vraiment différente. On peut parler des Soudanais, Ah etc. ben, de toute façon, les migrants, on confond des tas de choses dans cette histoire Oui, de danger de l'islam. On confond une bourgeoisie qatari qui a acheté le PSG et qui arrose aussi bien la droite que la gauche et qui et le s'entend comme patriote. larron en foire et qui s'entend comme larron en foire avec tous les dominants du monde, c'est-à-dire juifs, tout ce que tu veux. On a par ailleurs du travailleur pauvre OS1, OS2 qui bosse dans des boulots que le français a plus vraiment envie de faire parce qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, ce qui est une réalité aussi. Et puis on a une racaille ethnique qui est très visible parce que c'est ce qu'on appelle la délinquance des banlieues. Et on amalgame tout ça en disant c'est l'arabe et le musulman. D'ailleurs, on dit l'arabe, le musulman, ça dépend. Et on sait très bien que Zemmour a suffisamment Européen. de culte. Comment? L'extra-européen, le terme exact Oui, maintenant. et puis attends, on oublie le migrant. Le migrant qui, lui, vient des zones de guerre comme le Soudan ou l'Érythrée, qui ne parle pas un mot de français, et que des types qui sont souvent des anciens leaders trotskistes, tu sais, très proches des néocons, font venir massivement, avec d'ailleurs de l'argent, tu sais, ils touchent de l'argent pour le faire. Donc, tu vois, tous ces phénomènes contribuent à créer un climat, on va dire, de guerre raciale en France, qui permet de cacher la réalité de ce qu'on appelle la guerre sociale, et qui permet de faire passer des héros non, pour des héros du combat pour la défense de la France, des gens qui sont totalement responsables du chaos dans lequel on est et qui sont les pilleurs de la France. Hein. Je te le fais assez bien comprendre. Et Zemmour est un communicant qui est là pour le faire semblant d'y croire et le raconter, parce qu'en fait, c'est un raté politique. Au départ, je rappelle qu'il est passé du journalisme à la politique en pensant être au deuxième tour et peut-être être élu président de la République. Aujourd'hui, je rappelle qu'il a pesé, il est passé de 7 à 5% aux dernières élections. Et aujourd'hui, pour sa survie politique, c'est de faire le champion, en fait, de la croisade judéo-chrétienne contre le Sarrasin. Je sais très bien que Zemmour est plus intelligent et plus cultivé que ça pour nous vendre cette salade. Hein. Alors après que des petits droitards qui sont toujours prêts à tout veulent y aller, on peut comprendre parce que eux, ce qu'ils cherchent à échapper au salariat, c'est des youtubeurs et eux, ils ont une double détermination pour y aller. Je vais te dire qui est un truc en fait de cours de récré. Ça fait 40 ans que le petit blanc est insulté par le gauchiste et par la racaille ethnique. Je ne vais même pas dire musulman. Il y en a un qui le traite de raciste et l'autre qui le traite de fasciste. Et je rappelle qu'il n'avait pas le droit de répondre parce que Julien Drey, le CRIF, tous ces gens-là lui interdisaient d'ouvrir sa bouche. Pendant des années 80, je suis le premier en 2002 à avoir dit qu'il y avait un problème en banlieue, assis à côté d'Anoukébé, né Dreyfus, chez Ardisson, et elle s'est levée, elle avait des vapeurs. Aujourd'hui, elle se mettrait debout pour m'applaudir si elle n'était pas décédée, tu vois, pour te dire quand même ce que c'est que la dialectique de ces gens. Hein. Et donc, oui, les petits droitardés, eux, ce qu'ils voient, c'est on va enfin pouvoir répondre aux gauchistes qui nous traitent de fachos et à la racaille qui nous traite de racistes, tu vois. Mais tout ça, c'est de la politique de cours de récré ou de la politique tu sais, ça marche chez les ados et ça marche chez les taulards, tu sais. Chez les taulards, les prisons américaines, parce que même les prisons françaises, c'est plus compliqué. Donc, on n'est pas dans une vision adulte. Et en fait, tu vois très bien que Zemmour, qui a mon âge, 67 ans, il est de 58 comme moi, traîne derrière lui ce qu'on appelle les droitardés, qui sont des post-adolescents légitimement en colère sur la question identitaire, et à qui on fait croire, comme on a fait croire à Robinson en Angleterre, tu sais, que s'ils marchaient derrière Israël, on les laisserait. C'était la phrase c'était la phrase de Papacito. On vote Zemmour et Zemmour va recréer la France du Moyen Âge.
Non, à un moment donné, c'est voilà. Et si on fait de la sociologie un peu sérieuse de ce qu'il y a sur le terrain, ça devient assez clair. Mais le problème, voilà, c'est quand j'ai vu le dialogue entre Zemmour et le prélat catholique, à aucun moment donné on a parlé des vrais sujets, qui sont en fait des sujets politiques. Pourquoi aujourd'hui on peut rendre crédible un certain judéo-christianisme, c'est-à-dire une certaine soumission. D'ailleurs, c'est toujours, en fait, il y avait la soumission dans l'antiracisme. Aujourd'hui, il y a la soumission dans le racisme. Alors, évidemment, ça veut dire que LFI se retrouve déclassé et le RN se retrouve en pole position. Tu as remarqué cette inversion totale. D'ailleurs, Avant, Alain, c'était important parce que là, on cite une émission qui n'a peut-être pas été comprise ou vue d'ailleurs. C'est un débat sur Boulevard Voltaire, pardon, entre Éric Zemmour et l'abbé Mathieu Raffray, et un abbé Mathieu Raffray qui était un petit peu égalité-réconciliation quelque part, parce que dans son parce que débat, c'est un vrai catholique. C'est un vrai il tendait la catholique. main aux musulmans un peu quand même, et pour Zemmour, ça a été inacceptable. Et il faut reconnaître que l'abbé Mathieu Raffray, à l'oral, s'est fait rouler dessus et Elle écraser s'est fait par rouler dans Zemmour. la farine, surtout. Mais parce que c'est comme quand tu sais, Kluskar disait qu'un philosophe ne peut rien face à un sophiste. Et en réalité, Zemmour, c'est un talmudiste, en réalité. Et l'autre, c'est un bon catholique. Et le bon catholique a le souci de l'universel, le souci de l'autre, et puis en plus, il croit. La différence, c'est que Zemmour ne croit pas au Christ. Il ne D'ailleurs, croit pas. Alain, je me permets, c'est que une des citations qui me semble importante de ce débat d'ailleurs, peut-être que tu pourras rebondir et réagir à ça, c'est que on a Éric Zemmour donc qui ciblait évidemment l'islam. On sait quelles sont les problématiques réelles de l'islamisation, de la vague d'immigration, etc. On a déjà fait ces rappels. Donc que les personnes là, qui vont essayer de dire on veut faire la promotion de LFI, stop. On a déjà fait le point que les gens intelligents Oui, oui, réfléchissent. oui, oui. Donc Pas voilà, avec moi, bref. s'il vous plaît. Mais Zemmour a dit une phrase, et là j'aimerais vraiment avoir ton analyse sur ce point. Zemmour a dit que le problème de l'islam, c'est qu'il est impérialiste, expansionniste, à la fois on a des prières de rue, on a la charia qui s'étend, etc. Par contre, quelle était l'assimilation du judaïsme? C'est que le judaïsme, il devait avoir une synagogue cachée. C'est-à-dire, c'était caché derrière un mur, caché loin de l'église. C'est-à-dire qu'on était assimilé, mais on se faisait petit. Et c'est ça la grande différence. Et donc, nous sommes des alliés, donc nous avons des connivences politiques et sociétales. Nous nous faisions petits. L'islam ne se fait pas petit, donc luttons ensemble. Et l'abbé Mathieu Raffray, malheureusement, n'a pas eu grand-chose à dire. Il a lâché un sourire un peu gêné parce qu'il voulait quand même tendre la main aux musulmans en disant « Je pense qu'il y a des musulmans qui sont dans une logique traditionnelle et que tous les musulmans ne sont pas des islamistes qui veulent massacrer les blancs. » Voilà. Donc bref, que répondrais-tu à cet argument de Zemmour, c'est-à-dire que ce judaïsme-là qu'a connu Zemmour, alors qu'il dit qu'il s'est opposé, qu'il s'est retrouvé face au CRIF quand il s'est présenté aux élections présidentielles, qu'il a eu justement le judaïsme de gauche contre lui, etc. Quand il se base sur l'histoire, il dit que le judaïsme a su se faire petit et ça a permis de faire une relation avec la France, contrairement à l'islam. Que réponds-tu à ça? Ça me semble important de présenter clairement la chose et d'avoir ta réponse. Bah, il suffit de lire, excuse-moi, Drummond, Bernanos. Les Juifs se Ouais. sont fait petits pour rentrer dans la République et puis ils ont pris le contrôle de la baraque intégralement. Ça s'appelle effectivement du décret Crémieux au dîner du CRIF, tu vois. C'est clair. Euh, euh, la grande différence entre les musulmans et les Juifs, je vais le dire honnêtement, c'est que les musulmans ont du mal à mentir à Dieu et à mentir face à Dieu. C'est-à-dire quand tu leur dis, est-ce que vous acceptez de faire passer la République avant la charia? Ils vont te dire non parce que c'est des religieux. Alors qu'un juif lui dit est-ce que vous allez est-ce que vous allez accepter D'être laïque. de faire une synagogue républicaine? Ils vont dire oui. Et en réalité, c'est simple de comprendre ce qui s'est passé depuis le Concordat avec Napoléon. En fait, on devait assimiler le judaïsme à la France. Et on voit très bien aujourd'hui, alors aujourd'hui ça crève les yeux parce que il suffit de regarder la situation. En fait, c'est la France républicaine qui a été assimilée au judaïsme. Je veux dire, ce n'est pas la République qui impose sa loi à la réalité juive. C'est la République qui est passée totalement sous domination juive. Je veux dire, il n'y a même pas besoin d'en discuter. Ça s'appelle aujourd'hui la fête d'Hanouka partout dans les rues de France, le chandelier à 9 branches sous comment dirais-je, la Tour Eiffel. Et on voit très bien aujourd'hui que depuis en fait l'émancipation des Juifs en 1791, les Juifs poursuivent leur projet biblique, parce que là je vais rappeler quand même que Zemmour est pratiquant et qu'on peut lire à haute voix la Torah ensemble et le Deutéronome. En fait, le contenu objectif de la Torah, qui est un livre politique, hein, c'est un livre politique, c'est du racial et du politique, c'est pas du spirituel, métaphysique. C'est nous sommes le peuple élu, la terre nous est promise, et c'est pour ça que dans la société traditionnelle, les Juifs n'avaient pas la citoyenneté pleine et entière. Il y avait les Juifs de cour et il y avait le ghetto parce que, en bonne intelligence, les dirigeants des sociétés traditionnelles, qui en général étaient des monothéistes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, qui connaissaient le contenu objectif de la Torah, savaient que si on donnait l'égalité pleine et entière
à un peuple qui est profond, qui est sûr de lui-même et dominateur, comme disait le général de Gaulle, et qui en plus, dans son livre sacré, a compris que le rapport du faible au fort pour prendre le pouvoir, c'était le prêt à intérêt, c'est-à-dire l'usure. Il suffit de laisser le temps se déployer quand tu as donné l'égalité citoyenne à des gens qui sont en plus le pouvoir bancaire, pour qu'à terme, ils prennent les pleins pouvoirs sous le masque de la République. C'est ce qu'on peut appeler du maranisme républicain. Tu vois, Zemmour fait l'apologie du maranisme républicain. Et d'ailleurs, il le dit très bien. Il dit: moi, je suis juif à la maison et discret dans la rue. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il raconte à la synagogue. On n'a pas le droit d'y rentrer, tu vois. Et là, je te garantis que c'est un projet de domination terminale sur la France au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Ça, c'est le vieux truc face, tu sais, aux résidus nazis collaborationnistes. Ou alors moi, je suis encore montré du doigt. Bon, je rappelle, je suis né en 58. Hein. Mais bon. Et puis de l'autre côté, c'est contre la menace islamiste. Ça leur permet en réalité d'avoir les pleins pouvoirs. Et les pleins pouvoirs, alors au départ, les pleins pouvoirs économiques qui procèdent par rachat et corruption, et ce plein pouvoir économique, c'est la phrase de Rothschild: donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et je me moque de savoir qui fait les lois. C'est la phrase de Napoléon: la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Ce sont des processus que tu peux appliquer chez les Phéniciens, que tu peux, toi, qui sont des mécaniques, je dirais presque asexuées quelque part, tu vois, religieuse, mais les autres, ils ont emprunté ces chemins-là. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont le pouvoir économique, tout le foncier français leur appartient, je te garantis que notamment au niveau des centres-villes, tout ça, c'est des études que j'ai passé ma vie à faire. Hein. En Bordelais, je peux dire que Oui, oui. tout. Deuxièmement, par ça, ils ont racheté les politiques, ils ont racheté le médiatique à un point que là, il y a même pas, ça se voit entre Bolloré et Drahi, tu vois, et puis les autres serrent les fesses, parce qu'en fait, ils essayent de maintenir un discours, on va dire, égalitaire, laïque, républicain, et ils sont de plus en plus réduits à la portion congrue, parce que leur manière d'être antiraciste, les pousse à être en sympathie avec la souffrance des Palestiniens, les fait aujourd'hui montrer du doigt comme antisémites. Et aujourd'hui, je te dis, Gaza, qui normalement devrait montrer du doigt Israël face au monde entier, hein, ce qu'on appelle les droits de l'homme universels, se sert de Gaza pour dire: maintenant, vous êtes soit sioniste, soit antisémite. On est en train de réduire totalement la possibilité de l'antisionisme. D'ailleurs, la phrase de tous les dirigeants, que ce soit Bernard-Henri Lévy, que ce soit Madame, comment s'appelle, Rosenberg, Anne Sinclair, elle dit bien: tout antisionisme est de l'antisémitisme. Et il y a un passage en force aujourd'hui. On est en train de passer des crimes du sionisme avec Gaza à la criminalisation de l'antisionisme. Et Tu il me se trouve rappelleras, que... Alain, je me permets, là c'est pour toi, c'est que ça s'appelle la loi Soral. Il y a la loi Soral Oui, qui oui, permet oui. Bah, de toute de façon, oui, bien condamner sûr. l'homophobie, le manque de genrisme sur le LGBTisme. Oui, oui, La oui. loi Tout Soral, ça, voilà. Donc, oui, oui. T'inquiète pas qu'il y a action-réaction. Moi, je suis dans une vision d'une grande lucidité et qui fonctionne sur la cohérence logique et des faits et des documents. Tu vois ce que je veux dire? Des vrais faits, des vrais documents. J'ai aucun doute là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que le système, gentiment et sûrement, s'acharne contre moi avec des condamnations de type atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Alors, c'est atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation juive, on a bien compris. Provocation publique au crime, c'est provocation publique au crime de lèse-majesté, puisqu'on est revenu au crime de lèse-majesté. Parce que je rappelle tout à que fait. normalement, par rapport à l'Ancien Régime, la République s'est présentée au peuple comme ayant aboli le délit d'opinion. Et aujourd'hui, tu as eu loi Marchandeau, loi Pleven, loi Guesso, c'est le retour en force du délit d'opinion. C'est-à-dire que la loi de, comment dirais-je, de 1880, tu sais, la loi de la presse, a été totalement retournée. Au départ, c'était pour assurer la liberté de la presse, et aujourd'hui, c'est pour restreindre, tu sais, la capacité d'expression de la presse, parce que tu es en permanence poursuivi par des organisations qui ont pignon sur rue pour fouiller dans ce que tu as dit pour voir si ça pouvait pas être interprété comme, tu vois. Et d'ailleurs, ils ont rajouté aussi, tu as vu l'homophobie. Tu vois, il y a eu Mais ce travail genrisme, de... Oui, oui, parce que tu as eu ce c'est encore travail. pire. La minorité des minorités a joué la logique, tu sais, du communautarisme minoritaire pour en fait faire que des communautés agissantes soient présentes comme communautés opprimées par la majorité, bien sûr. La majorité est la grande méchante. Et en fait, ces gens, sous prétexte de protection supplémentaire parce qu'ils étaient dans un danger plus grave, ont fait passer que des lois d'exception qui sont des lois qui les mettent de fait à reculons au-dessus du citoyen moyen. C'est-à-dire que tu ne peux pas critiquer un homosexuel
si jamais il dit que tu le fais parce qu'il est homosexuel, tu es obligé de te taire, alors qu'en fait, ça peut être simplement un voleur et un menteur, tu vois. Et tout est comme ça, et ça a commencé par le communautarisme juif qui a validé le communautarisme gay, le communautarisme féministe, le communautarisme migrant, le communautarisme LGBT, et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une tyrannie des minorités qui produit ce qu'on appelle une dictature des faibles face à une majorité qui se retrouve, comment dirais-je, persécutée parce qu'elle est chez elle et qu'elle est la plus nombreuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la communauté majoritaire, qui est la communauté des Français, se retrouve marginale dans son pays en termes de possibilité d'expression, sous prétexte que ces gens sont les plus nombreux et qui sont chez eux. Tu vois, quand tu es chez toi et que tu es le plus nombreux, tu dois fermer ta gueule. Parce que le principe de la République depuis des années, qui a été totalement détourné, et d'ailleurs Cohn-Bendit s'en est vanté, c'est que la démocratie, c'est le système qui protège les minorités du danger intrinsèque de la majorité. C'est-à-dire que c'est l'inverse même de ce qu'est la démocratie. Et donc, moi, je représente finalement l'opinion majoritaire, et donc je suis massacré par une association de communautés pilotée par la communauté des communautés. C'est très intelligemment fait, ça s'est fait année après année de façon accélérée depuis l'édiction de De Gaulle. Tu sais, il a fallu mettre en place la doctrine Paxton, puis, comment dirais-je, le film Shoah, puis les grands procès qui ont réactivé ce qu'on appelle l'épuration, qui ont commencé par le procès Barbie, et puis après la mise en place de Touche pas à mon pote par, je rappelle, les étudiants juifs de France, hein, il faut se rappeler. Et puis aujourd'hui, on est, tu veux, après la création du mouvement gay comme une spécificité, comme la sodomie comme spécificité politique, ce qui n'avait jamais été pensé comme ça par Roger Perfit, tu vois, il y a des PD de gauche et des PD de droite, mais c'est pas grave. Et ils ont fabriqué un communautarisme gay qui est à disposition du communautarisme juif. C'est le travail de Pierre Berger et de, comment il s'appelle, de notre ministre de la Culture, Jacques Lang. Ou d'ailleurs, un quartier qui était le quartier juif ashkénaze traditionnel français, qui était le Marais, a été transféré de manière accélérée pour en faire un quartier homosexuel, ce qui n'était pas évident. Il fallait vraiment qu'il y ait une stratégie. Ça se fait pas tout seul, hein, que d'un seul coup un quartier passe d'une communauté à l'autre. Parce que il y a de la stratégie derrière. Et tout ça, moi, je l'ai vécu, compris et décrit à partir du milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et je peux faire une généalogie du processus de domination et de destruction, on va dire, de la France par des gens très habiles, mais qui ont, comment dirais-je, contrairement à nous qui sommes des individualistes défensifs, qui eux ont un projet, c'est-à-dire ils ont une feuille de route. Ils ont une feuille de route, tu vois, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et cette feuille de route est celle que je décris, et nous y sommes. Nous y sommes.